Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on essuie ses lunettes, on ouvre grand ses mirettes. Le 12 mars aura lieu la journée nationale du quart d'heure lecture. C'est une initiative du Centre national du livre. Elle est portée cette année par 5 parrains et marraines, dont Mokhtar Hamoudi, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'histoire en l'occurrence, et double actualité. La journée internationale des droits des femmes, ce sera le 8 mars, mais dès ce soir, la diffusion sur Arte du film Les Suffragettes avec Meryl Streep. L'heure de la récré est toujours avec Brandon, récré ciné comme quasiment tous les mercredis. On ne pouvait pas manquer la sortie de ce film allemand intitulé La salle des profs. Et puis rendez-vous enfin avec Candice Anzel et son conseil de famille, séquence éducation aux médias aujourd'hui. Candice vous racontera tout ce que vous devez savoir sur Insta, la plateforme star des adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. C'est donc dans un peu moins d'une semaine, pour la 3e fois, nous sommes toutes et tous invités à faire une pause dans nos activités pour lire pendant un quart d'heure, à l'image d'un dispositif dont nous avons déjà parlé ici, car il existe dans certains établissements scolaires le quart d'heure de lecture. L'initiative vient du CNL, le Centre national du livre. L'écrivain Mokhtar Hamoudi en est un des parrains. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié à la rentrée 2023 un roman aussi remarquable que remarqué dans la prestigieuse collection blanche des éditions Gallimard. Ça vous fait sourire. Ça fait plaisir, non, d'être dans la blanche. Absolument, oui. Bon. Oui. Son titre, Les conditions idéales, c'est un récit à peine romancé de votre vie, celle d'un enfant confié dès son plus jeune âge à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et en lisant ce livre avec en tête cette journée du quart d'heure lecture, je me suis dit que vous deviez être heureux, peut-être ému même, d'avoir été choisi pour le parrainer, parce que la lecture, elle vous accompagne, vous, depuis votre plus jeune âge. Absolument. On va commencer par ce qui est le plus immédiat. Moi, je suis venu à l'écriture par la lecture. C'est comme ça que j'ai voulu avoir que cette vocation est née. Et sinon, j'avais, on va dire, c'est une chance, puisque je partage avec le personnage le malheur, on va dire, d'être issu de l'aide sociale à l'enfance. Et rapidement, j'ai eu la passion de la lecture. Mais j'ai fait ma scolarité universitaire, je pense, sur les quelques années où j'étais performant à l'école primaire, vous voyez, où je rentrais chez moi à la rentrée. Avant le collège et surtout avant le lycée, on en parlera après. Ah ouais, et je lisais mon livre d'histoire entièrement. Voilà. Vous lisiez le dictionnaire, le dictionnaire, absolument. Vous disiez c'était ma Bible, le dictionnaire. Oui. Et puis je suis de l'époque, je regardais beaucoup la télévision quand même, il n'y avait pas le smartphone bien sûr, mais j'étais vraiment plongé dans la lecture et c'est surtout un rapport, ce qui m'a plu, je crois, et ce qui continue de me plaire dans la lecture, donc l'acte de lire des lettres, eh bien, c'est le rapport au savoir, l'accumulation de connaissances. Voilà, c'est là-dessus, oui. Votre personnage, je ne sais pas si c'est votre cas ou si c'était votre cas à vous, mais il lit absolument tout. À un moment, on l'envoie en classe de neige en Suisse, et il dit « J'embarquais dans ma chambre un livre sur la Suisse. La concentration était difficile, mais j'appris tout de même que Zurich abritait les sièges des organisations de football européens et mondiales, et puis après les pages sur les Nations Unies de Genève, etc. » Tout dans tous les sens, quoi. Bah ça, je lui ai donné un peu ce caractère. Vous parlez de football. Il se trouve que je lisais toute la presse de football à partir de 11 ans. C'était ma grande passion. Voyez. Et donc, j'apprenais ça comme maintenant je le fais. Donc, à l'époque, il y avait France Football qui devait exister encore. France Football, 11, COP. Et France Foot, vous alliez jusqu'à lire à la fin, la deuxième division, les trucs. Ouais, je connaissais j'ai fait ça. Je connaissais les buteurs, les minutes, etc. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas spécialement, comme on parle du quart d'heure de lecture nationale, finalement. Il y a des âges où on va pas se mettre à lire les Rougon-Macquart, alors que même si l'école l'impose, mais le plus important c'est de lire et d'avoir cette habitude. Et j'ai pu faire des rencontres avec des détenus cette année, dans le cadre du prix des lycéens et des lycéennes. Et en 2023, c'est une sorte de combat que l'on doit avoir, chacun, à tout âge, contre l'écran. Et donc je leur disais, eh bien, écoutez, les enfants, les lycéens, ne pensez pas que vous allez pouvoir vous émanciper et être maître de votre propre destin en faisant défiler des réels sur Instagram ou un autre réseau. Voilà. Et donc c'est vraiment une initiative formidable. Oui, on lève les yeux d'Instagram, mais on le redira à la fin de l'émission, même quand on parlera d'Instagram. Des détenus, je ne l'ai pas signalé parce que votre ouvrage a remporté le prix Goncourt des détenus, qui est un prix organisé par le CNL lui aussi. Hein. Oui, absolument, c'était la seconde édition. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a d'ailleurs... J'étais content parce que j'ai gagné déjà. Oui, ça c'est toujours sympa. C'est bien, oui. Le sujet carcéral est un sujet assez important dans mon livre. Oui, on va à Fleury, notamment. Fleury, et puis même dans ma vie, à la mienne personnellement, parce que je n'ai pas été incarcéré, bien sûr, mais je viens d'endroits où l'incarcération était permanente.
Et donc, finalement, je suis entré en prison dans le cadre de ce prix et j'ai fait les Baumettes. J'ai fait Fleury-Mérogis. Et il y a deux choses qui étaient signifiantes. D'abord, je salue les détenus, bien sûr, tous, et ceux qui ont participé à ce prix. Ils se sont quand même envoyés quasiment toute la sélection du concours, 16 romans. Ça, peu de gens l'ont fait, je pense, dans ce pays. Voilà. Et sinon, il y avait cette dimension humaine très touchante, puisque des cours étaient mixtes, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas en maison d'arrêt. Et aussi une volonté de connaître, une volonté de s'ouvrir à des romans, des histoires qui sortent un peu de leur quotidien, ce qui n'est pas du tout moi ce que j'ai écrit, parce qu'on se rapproche plus pour certains justement de la vie qu'ils ont menée jusque-là, et en tout cas une critique, ma foi, très pertinente. Ouais. De leur part, de votre ouvrage et des autres. Ils sont d'excellents critiques. De toute façon, ils ont dit que vous avez fait le meilleur bouquin, donc oui. Ils sont formidables. C'est pas Avec Mokhtar Hamoudi, 4 autres marraines ou parrains pour ce quart d'heure national de la lecture qui aura lieu le 12 mars, dont 2 d'ailleurs nous ont déjà honoré de leur présence dans la quotidienne, Anne-Laure Bondou et Marcel Ruffo. Et puis il nous reste donc à accueillir Marine, Arthur Teboul, le chanteur et parolier du groupe Feu Chatterton, et Pomme. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche, Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche aujourd'hui, un tout petit peu en amont de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu ce vendredi. Vous avez décidé de revenir sur l'histoire des suffragettes, car un film est diffusé sur Arte, intitulé justement Les suffragettes. Oui, le classique avec Meryl Streep. Les suffragettes, ces femmes qui militent pour le droit, pour le suffrage. Le suffrage, quel suffrage? Le droit de vote. Ça se passe au Royaume-Uni. Ça se passe aussi dans la dynamique de la Nouvelle-Zélande qui accorde pour la première fois premier pays à accorder le droit de vote aux femmes en 1893. Donc ce mouvement au Royaume-Uni, le slogan à l'époque, des actions, pas des mots, donc pas de théorie mais plutôt de la pratique directement. Donc à l'époque, il y a 2 principaux mouvements qui luttent pour ce droit de vote aux femmes et d'une certaine manière les droits de toutes les femmes. D'un côté, on a les suffragistes avec des méthodes assez légales et pacifistes menées par Millicent Fawcett. De l'autre, les suffragettes aux méthodes radicales, extrêmement radicales et illégales, sous l'impulsion d'Emmeline Pankhurst. Elle est à la tête, cette femme, d'une union sociale et politique des femmes et elle refuse que ses ordres soient remis en question. Elle exclut les militantes dissidentes et traite son organisation comme une armée. Donc d'un côté, méthode pacifiste, de l'autre, méthode radicale. Les suffragettes qui donc ne sont pas forcément convaincues par la méthode Fawcett et multiplient les actions coup de poing avec un objectif qui est d'attirer l'attention. Totalement. Elles prennent la parole en public, organisent des manifestations sauvages, affrontent les hommes politiques, s'enchaînent aux grilles du Parlement du Royaume-Uni. Un mouvement qui prend de l'ampleur surtout à partir du 21 juin 1908. On a 20 000 femmes qui manifestent à Londres. Un rassemblement spectaculaire. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a autant de femmes qui sont réunies dans un même endroit dans la capitale du Royaume-Uni. 20 000, peut-être 200 000, non? 200 000 femmes, je dis 20 000, ouais, vous savez que moi avec mes messieurs, je joue pas tout le temps. 200 000 femmes, effectivement, c'est la première fois dans l'histoire londonienne. Elles sont régulièrement arrêtées, elles multiplient les séjours en prison et utilisent justement la médiatisation, leur procès pour transmettre leurs idées. Elles demandent surtout à être traitées comme des prisonnières politiques. C'est ce que le gouvernement refuse totalement à l'époque. Et pour se faire entendre depuis leurs cellules, elles entament des grèves de la faim qui se multiplient. Et la violence monte d'un cran quand elles refusent de s'alimenter. Elles font des grèves de la faim et le gouvernement va les alimenter de force. Et c'est une procédure à l'époque qui choque énormément l'opinion publique, alors que l'opinion publique est plutôt du côté du gouvernement. Une violence qui monte encore d'un cran, qui s'amplifie 18 novembre 1910. Ce jour-là, plusieurs des 300 femmes qui manifestent devant le Parlement sont brutalisées par la police, agressées sexuellement, que ce soit d'ailleurs par la police ou par des passants. C'est une date qui marque. Et Mary-Jane Clark, la sœur d'Emmeline Pankhurst, meurt de ses blessures quelques semaines plus tard. La stratégie des suffragettes évolue. Elles ne veulent plus résister, elles veulent aussi effrayer et choquer l'opinion publique. 1912, elles brisent collectivement des vitrines de magasins, elles sabotent des réseaux électriques, elles multiplient également différents incendies criminels, notamment vis-à-vis des membres du Parlement britannique. 1913, elles vont même jusqu'à poser une bombe devant la résidence du Premier ministre britannique Lloyd George. Et la même année, on a la suffragette qui fait la une de tous les journaux du monde entier, puisqu'elle s'appelle Emily Davison, et elle pénètre sur la piste du derby d'Epsom pour faire face au cheval du roi George V. Elle meurt ça lui réussit pas, écrasée
effectivement, et meurt de ses blessures. 1914, encore, on monte d'un cran, puisque la suffragette Mary Richardson attaque de 7 coups de couteau, de hachoir plutôt, la Vénus au miroir de Velázquez. À l'époque, il n'y a pas toutes ces protections sur les tableaux, pour protester contre l'arrestation, une nouvelle arrestation d'Emmeline Pankhurst. Et donc... arrive la Première Guerre mondiale. Oui, oui, effectivement, ces actions sont arrêtées. Ces femmes vont aider les hommes. Elles sont à l'arrière pour aider pour l'effort de guerre. Et à la fin de la guerre, 1918, on a le droit de vote aux femmes accordé aux plus de 30 ans. 10 ans plus tard, 1928, pour les femmes de plus de 21 ans. Donc, voilà. Il faut quand même attendre 1945 pour que la France en fasse de même. Qu'elle vote, je crois, pour la première fois à des municipales. Un an après ce film, Les Suffragettes, il est donc à voir ce soir sur Arte, film de 2015. Un classique avec Meryl Streep. Voilà. Mokhtar Hamoudi, le quart d'heure lecture. À chaque début d'année, je mangeais mes livres pour tout savoir. Moi, j'aimais Le Voyage d'Iskander, l'alter ego de Mokhtar Hamoudi dans les conditions idéales. Mokhtar Hamoudi qui parraine donc ce quart d'heure lecture du CNL qui aura lieu le 12 mars. On va le lire partout, y compris, espère-t-on, en prison, puisque vous avez reçu le concours des détenus. Longtemps protégé par mes lunettes et mes bonnes notes, j'avais négligé des détails d'Iskander quand il débarque en lisière d'un quartier difficile. Alors, dans un premier temps, il joue les passe-murailles, je vous cite encore. Jusqu'alors, de ce quartier, je n'en avais connu que le sol. Dans toutes les variétés de pelouse, goudron, bitume et tous ces matériaux inoffensifs auxquels mes yeux se fixaient pour ne croiser le regard de personne. Et puis à un moment, il est obligé d'ouvrir les yeux. Et le très bon élève de primaire, ça va se gâter petit à petit. Oui, absolument. C'est ce qui est intéressant dans ce livre. Et puis, c'est moi aussi ce que j'ai connu. C'est-à-dire une très bonne performance scolaire qui, à un moment, on ne sait pas pourquoi, s'arrête. Et puis, effectivement... va naître l'ambition sociale, mais l'ambition sociale dans un environnement qui, ma foi, bien mène à la délinquance. Et là, c'est un petit effet littéraire, puisque moi, j'ai tenté de faire de la création. Et donc, vous voyez le personnage qui regarde par terre, et puis à un moment, les tours s'élèvent. Et alors qu'il habite dans cet environnement depuis 1 an, il n'avait jamais fait attention à cela. Et dans le livre, justement, il va comprendre que son salut passera par l'intégration dans ce grand quartier de la ville de Courcelles, ville imaginaire. Mais qui fait penser à un certain nombre de quartiers populaires, notamment de Seine-Saint-Denis. On s'y retrouve, on passe, on parle de la Courneuve, on pense à des endroits qui existent vraiment. Skander, il est en tout cas donc, en primaire et au collège plutôt bon élève, ce qui n'est pas forcément facile à porter dans les établissements qu'il fréquente. Je disais aux autres d'en faire plus, que c'était pas compliqué l'histoire de France. Rapidement, j'ai donc pris des baffes. Parce qu'il faut dire qu'on se marre beaucoup en vous lisant quand même. Il y a un côté truculent, il y a un côté entre Zazie dans le métro et Michel Audiard par endroit d'ailleurs. Un des maîtres du roman disait qu'il faut que ça soit comique et tragique. Et écoutez, c'est ce qu'on ressent en le lisant. Voilà, c'était important de mettre... C'est qui votre maître du roman? Moi j'aimais Le Voyage, donc c'était Le Voyage au bout de la nuit qui m'a profondément marqué. D'accord, Céline. Et c'est un peu le livre qui me... Comme il est à la première personne et qui me permet d'écrire ce livre, c'est-à-dire le Desesperado, le Don Quichotte, dans un environnement assez moderne, vous voyez. C'est ça. Et donc, c'est difficile à porter quand même, ce côté bon élève aussi. À un moment donné, c'est peut-être plus facile de lâcher l'affaire en se disant, c'est ça. Et en fait, surtout, ça ne lui sert à rien dans son nouvel environnement. C'est ça. Et donc, il y a l'ivresse ensuite du dehors, le virus du dehors, vous voyez, qui est assez... moi, qui finalement est... Je ne vais pas dire, je garde un mauvais souvenir de mon adolescence, puisque vous êtes libre comme l'air, avec vos amis, un peu les maîtres de la rue, les maîtres du dehors. Et quand on est adolescent... C'était pas si mal que ça. Oui, surtout quand on s'en sort, vous voyez, passe-muraille. Puisqu'on vous reçoit à l'occasion du quart d'heure lecture, un mot quand même là-dessus. Il faut des livres à la maison, de la lecture par les parents, c'est ce qu'on dit du moins. Skander, il n'a pas vraiment ça. Vous l'aviez, vous? Ou alors ça renvoie tout au rôle des bibliothèques, des CDI, des médiathèques, bref, des politiques publiques? Il y avait... comment dire? Moi, j'allais beaucoup à la bibliothèque municipale, mais je lisais les bandes dessinées, voyez-vous. Et finalement, j'ai un moment, j'ai littéralement arrêté de lire des livres, mais je lisais beaucoup la presse et surtout, France Football, 11 mondial, etc. Ça, on a compris. Et puis même la presse généraliste, j'ai commencé très tôt. Quand même, je suis de ceux qui, finalement, ont toujours quelque chose dans les mains et qui vont directement se jeter sur les pages ou, je sais pas, la 4e de couverture pour apprendre et savoir de quoi il en retourne quand on a un livre dans les mains. Mais c'est vrai que la lecture, là, je me suis rendu compte dans ma tournée littéraire, vous voyez, c'est beaucoup les femmes. Il faut leur rendre hommage quand même. Dans la littérature générale, c'est parfois, vous êtes devant 90% de femmes. Et il y a une dimension, ce que je disais au début, de lutte pour que cette pratique fondamentale. Et puis, on est quand même la civilisation européenne et on a quantité de
d'écrivains, de poètes, de philosophes, d'essayistes, etc., qui ont fait que, eh bien, la chose la plus importante, c'était le savoir. Et l'émancipation, en France, je crois que, même s'il y a des difficultés, dues à certaines politiques publiques qui sont moins efficaces, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on arrive à s'informer, à s'instruire, eh bien, je suis persuadé qu'on peut s'en sortir quand même. Il faut quand même prendre le bon aiguillage. Il y a un moment du bouquin où il rencontre Skander, un personnage, et vous avez fait quoi vous? ENS, IEP, EHESS, ça te parle? Non, mais nous aussi, on a des initiales BEP, CAP, STMG. Et quand même, selon l'aiguillage, il y a plus ou moins de bouquins, il y a plus ou moins de savoir. Il y a plus ou moins de savoir. Et oui, ce moment aussi, j'essaie de le faire en acronyme pour quand je vais sourire. Mais il faut quelque part que il faut que une personne vous fasse découvrir la lumière. Mais moi, je ne suis pas de partisan du discours « quand on veut, on peut », c'est pas trop... Mais pour le vouloir, il faut... Pour le pouvoir, pardon, il faut le vouloir. À un moment donné. Oui, bien sûr. Extrait du poème de Clément Marot qui ouvre les conditions idéales, je vous le cite, il est très beau. « Plus ne suis ce que j'ai été et ne le saurais jamais être. Mon beau printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre. Amour, tu as été mon maître, je t'ai servi sur tous les dieux. Ah, si je pouvais 2 fois naître, comme je te servirais mieux. » C'est au tout début du livre, Les conditions. C'est Clément Marot, c'est au début du bouquin. C'est dans l'anthologie de la poésie française de Pompidou, vous voyez. Un grand classique. Et qui a été professeur. Mais absolument, et normalien. Oui. On retrouve Mokhtar Hamoudi juste après la récré. En ce 6 mars, comme tous les mercredis avec vous, Brandon, c'est cinéma. Et cette semaine, vous nous emmenez sur les bancs de l'école avec un film allemand qui a déjà un fort retentissement. Oui, flopé de prix en Allemagne, c'est un carton. Même au Parlement, on parle de ce film, La salle des profs, Ilker Czatak. C'est le nouveau film de ce début du mois de mars. Il est d'ailleurs en course pour l'Oscar du meilleur film international. Bon, face à notre film français, quand même, La Passion de Dodin Bouffant. Donc on espère qu'il ne remportera pas de prix, en tout cas pour nous. Pourquoi? On espère qu'un bon film va gagner. Allez, on n'est pas comme ça. Alors, dans le rôle principal, on retrouve Léonie Venec. Elle s'est surtout fait connaître pour son rôle de Cécile de Grèce dans The Crown. Sinon, actrice allemande assez connue localement. Donc, elle incarne Carla Nowak, qui c'est une jeune enseignante de mathématiques et d'éducation physique en collège, classe de 5e. Elle est très appréciée par ses élèves. Elle les bichonne du début à la fin. Chaque journée, tout se passe très bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'à un moment donné, il y a un vol dans la salle des classes, dans la salle des profs. Et là, c'est la zizanie. Regardez. Ja, bitte? Hallo, alle zusammen. Wir müssen den Unterricht jetzt mal für einen Moment unterbrechen. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaie. Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Denunziation. Für die trägst du auch noch eine Verantwortung. Verleumdung. Ruf. Wir machen hier gerade einen riesigen Fehler. Vielleicht sind sie auch überfordert. Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Alors vous, je sais pas, mais moi je vais aller voir ce film, donc sans divulgacher, comme on dit en bon français, Brandon. Quand même, qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce qu'il y en a beaucoup des films sur l'univers de l'école qui sortent chaque année. Énormément. Et puis là, vous avez remarqué quand même, c'est un huis clos. En fait, tout se passe dans la salle des classes et dans le collège. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on suit cette femme tout le long du film. Là, on la voit énormément. Et en fait, on ne sait rien de cette femme. Donc en fait, on subit les réactions étape par étape. On n'arrive pas aussi à comprendre psychologiquement comment elle est dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc c'est vrai que c'est extrêmement dynamique et c'est angoissant tout au long du film. Ça, c'est assez inédit quand même pour ce genre de film. Le casting est bon, même s'ils ne sont pas forcément très connus, ces acteurs. C'était très bien joué. Et comme ça, même si le thème n'est pas très original, en tout cas, le choix du réalisateur et des acteurs est excellent. Donc voilà, rendez-vous dans les salles de cinéma et pas les salles des classes. Voilà. Et pour résoudre cette petite énigme. Ça va cartonner ça en France, certain. Super. Merci beaucoup, Brandon. Grand oral, Mokhtar Hamoudi. Je me posais au rayon des livres où je trouvais des jeunes, parfois des adultes, lisant des mangas. J'optais pour des livres d'histoire. Certaines périodes me passionnaient encore. Assis sur un tabouret, que des gens de petite taille venaient souvent m'emprunter. Je lisais la guerre avec l'Allemagne, la seconde, surtout les alliés contre l'Axe. J'aimais les cartes avec les flèches multicolores et les déploiements des armées. Voilà encore une scène des conditions idéales qui est sortie chez Gallimard, le roman de Mokhtar Hamoudi, scène au cours de laquelle les livres sauvent le personnage principal. Qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que tous les Skander de ce monde et peut-être les autres s'accrochent plus aux livres, à l'école, au savoir?
Qu'on leur dise, je vais faire un retour sur votre sujet avec la bande-annonce qui était diffusée en allemand. Eh bien, vous voyez, moi je viens d'un monde où à 18 ans, et la télévision, je regardais des films à la télévision, au cinéma, et donc tous les films étaient doublés en français. Donc les films en langue anglaise, qu'on regarde beaucoup évidemment. Et ben, j'ai découvert à la faculté ensuite quand je suis monté à Paris, et bien que finalement les gens qui n'étaient pas de mon monde, et bien regardaient en fait tout en anglais depuis le début. Et bien depuis que ce moment-là, 18 ans, je n'ai plus jamais regardé un film doublé en français. Et donc finalement, vous découvrez par vous-même, un peu tard quand même, que vous êtes finalement désavantagé, mais c'est pas grave. Mais il faut, voyez, donc c'est doublement désavantagé dans ce que vous dites, parce que c'est à la fois le bain linguistique bien sûr, et puis effectivement le rapport à la lecture. Bien sûr, oui. Ouais. Et finalement, ce qu'il faut, je crois, c'est expliquer aux enfants bien qu'ils lisent, qu'ils doivent lire. Mais j'ai fait la tournée du concours des lycéens aussi, et finalement, je peux vous assurer que les jeunes lisent pas mal lorsqu'ils sont en classe littéraire ou autre, et il y a une dimension vraiment de passion. Au concours des lycéens, vous en avez quand même vu des spécialement motivés, à la fois intrinsèquement et avec des enseignantes et des enseignants formidables quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Mais pour les petits scandaires, moi j'ai écrit un peu ce livre aussi en réaction à l'adolescence que j'ai menée, puisqu'à un moment vous vous dites bon, c'est pas possible, parce que c'est quand même, vous êtes peu jeune, vous avez normalement, vous devez aller à l'école, faire vos devoirs, prendre votre goûter, vous amuser un peu, mais vous n'êtes pas censé raser la banlieue. Et là, vous avez vu ce qui s'est passé en juin dernier. Et en fait, ce qui était circonscrit à Paris, avant ou des grandes agglomérations, est finalement métastasé un peu partout sur le territoire. Quand vous dites passer à Paris, vous pensez à la mort de Naël qui a été tué par un policier pendant et aux émeutes qui ont suivi. Et aux émeutes qui ont suivi dans toute la France, pour le coup. Bien sûr, et y compris dans des villes moyennes où on n'avait pas l'habitude d'en voir beaucoup. Et je dois reconnaître que je peux pas dire ça va mieux. Et donc, quelle est la solution, vous voyez ? C'est-à-dire que 20 ans après, c'est vrai. Voilà. Puisque vous en parlez, je signale quand même qu'une fresque, je crois, vient d'être inaugurée à Nanterre, à la cité Pablo Picasso, qui a été faite par les habitants et avec des éducateurs de rue qui vont également coordonner tout ça en mémoire de Naël M. On s'évade en lisant, on s'évade aussi en écrivant. Ça, vous l'avez dit au journal Le Monde, je vous cite, écrire un roman fondé sur sa propre vie est un étrange processus. Au début, tu penses que c'est ton histoire que tu écris. Peu à peu, le personnage prend de l'épaisseur, des libertés, et c'est plutôt toi qui deviens le personnage. Exactement, oui, il fallait rentrer dans Scandaire que j'avais décidé de créer. Et c'est vrai que le processus d'écriture, moi, je sors de ça et j'ai l'impression qu'une phase s'est tournée pour ce livre. Et ça m'a demandé beaucoup de sacrifices et surtout de le faire à temps plein. Et je n'ai jamais autant travaillé que sur ce projet. On ne va pas le dire à votre employeur principal. Je vais en avoir un nouveau, ça va. C'est ça, oui, bon, voilà. Il plaisante, c'est une plaisanterie. Mais c'est vrai que ça demande une sorte de sacrifice et je l'ai vraiment accompli, ce sacrifice, au sens où je me suis donné corps et âme à cela. Et ce que vous disiez, c'est que raconter son histoire, c'est une chose, mais fabriquer un objet livre, c'en est une autre. Et lorsque vous ne l'avez jamais fait, eh bien, vous devez le découvrir et ça demande une exigence assez importante. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi des quarts d'heure écriture et pas seulement des quarts d'heure lecture ? Oui, absolument. C'est vrai que les cours d'écriture, eh bien, les ateliers, bon, parfois c'est à but lucratif et c'est normal, mais se développent de manière assez phénoménale sur le territoire. Et l'écrivain qu'on a cité au début disait chaque Français a dans son tiroir une histoire parce qu'il doit rembourser sa dette ou bien s'acheter un nouveau frigo. Voilà. On a consacré plusieurs émissions à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Il y a un problème assez considérable qui revient souvent dans toutes les émissions, c'est qu'à 18 ans, on est lâché dans la nature, sauf à bénéficier, c'est le cas de Scandaire, je ne sais pas si c'était le vôtre, d'un contrat jeune adulte. Vous avez raconté une enfance et une adolescence. Est-ce que, je ne sais pas, après vous allez nous raconter l'arrivée, vous avez employé l'expression tout à l'heure, je suis monté à Paris, vous n'y êtes pas de loin pourtant, mais l'arrivée à Paris 1, l'université, le droit des affaires, droit européen, fiscalité, ça a été une rencontre aisée ? Oh, ma foi, il y a une dimension de moi qui suis étudiant, donc dans un parcours balisé avec c'est haut, c'est bas. Bon. Mais il y a aussi, vous parlez du contrat jeune majeur, donc 18 ans, 21 ans. Moi, mes plus belles années, c'était 18 ans, 20 ans, quand j'avais la protection de l'État. C'est ça. Et finalement, je vais vous dire, ce que j'ai vécu adolescent, c'était de la petite bière par rapport à ce que j'ai vécu adulte, ensuite lâché à Paris, dans cette ville monde, très chère, très dure, à ceux qui ne sont rien. Et ma foi, il va falloir continuer dans cette démarche de devoir de vérité et de dire ce qu'on a vu. Et donc, ça, vous allez l'écrire ? Ah oui, c'est déjà un peu fait, bien sûr. Ouais. C'est déjà en cours ? Oui. Génial. Oui, quand même. Vous restez avec nous. On va parler d'un rival de la lecture, Instagram. Mais nous, on vous dit bien, lisez. Oh, il fait déjà les gros yeux, Mokhtar. Non, mais Instagram, c'est le réseau social qui fait lire aussi. Majeur pour la littérature, oui. Et pour recommander des lectures. Bien sûr. Et on va le faire dans le conseil de famille de Candice Anzel. Merci beaucoup, Brandon. Candice Anzel.
Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel. Candice, bonjour. Bonjour. On parle d'Instagram aujourd'hui qui figure à la première position des réseaux sociaux préférés des ados devant Snapchat et TikTok. Enfants et ados qui sont exposés de plus en plus tôt aux réseaux sociaux et donc à tous les risques que cela peut supposer. Comment ça fonctionne cette plateforme et comment sécuriser le compte de son enfant? C'est le sujet du jour. Alors, bienvenue dans le monde mystérieux d'Instagram où vos enfants passent plus de temps à ranger leurs photos que leur chambre. Alors en fait, il faut imaginer finalement Instagram comme un album photo hyper actif, mais cette fois-ci avec des commentaires et des filtres dignes d'un studio hollywoodien. Alors, à la base, ce réseau social, il offre un moyen de s'exprimer artistiquement à travers des photos, des vidéos et des légendes créatives, mais en réalité, eh bien, pour les adolescents, ils ont tendance finalement à l'utiliser comme un journal numérique en partageant des informations réelles sur leur vie privée, ce qui peut évidemment devenir dangereux. Et problématique, c'est d'ailleurs le réseau le plus utilisé par les prédateurs d'enfants, nombreux sur Internet. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour protéger le compte de leurs enfants de ces personnes malveillantes? Alors, il faut savoir déjà qu'Instagram, c'est le deuxième canal de messagerie le plus utilisé derrière WhatsApp. Il a longtemps d'ailleurs été décrié pour ne pas assez protéger les mineurs et depuis le 25 janvier, de nouvelles mesures ont été mises en place. Donc, par exemple, la messagerie maintenant est fermée à tout inconnu qui essaierait de rentrer en contact avec l'adolescent. Le compte est privé par défaut. Il faut une permission parentale pour accéder à des contenus sensibles. Donc, il est vraiment indispensable en fait d'expliquer comment et pourquoi les ados en fait doivent contrôler leur identité numérique. Par exemple, afin que personne ne puisse savoir quand il est connecté où il se trouve, eh bien, il faut désactiver les options afficher le statut en ligne et la géolocalisation des publications. Et évidemment, ne jamais partager, mais ça c'est valable sur tous les réseaux sociaux, des informations concrètes comme l'adresse, le téléphone, le collège où il se trouve qui permettrait justement de l'identifier. Concernant les contenus ou les commentaires offensants, il y a un moyen de se protéger? Oui, alors il est évidemment possible de bloquer d'autres comptes à tout moment. Ces autres comptes donc ne pourront plus visionner le contenu publié par votre enfant ni échanger avec lui. Mais aussi, on peut filtrer automatiquement des messages ou des publications en créant en fait une liste de mots à bannir grâce à la fonctionnalité mots masqués. Donc ça, on le sait assez rarement. Et il est également donc possible de signaler anonymement donc du contenu qui serait destiné à intimider ou harceler en cliquant donc sur les 3 petits points et en haut de chaque publication. Et alors, chose qu'on ne sait pas non plus souvent, c'est que depuis mars 2022, il y a une plateforme qui s'appelle Centre Familial et chaque parent en fait peut accéder à des outils et des ressources de supervision parentale qui ont été créés justement par des spécialistes. Donc c'est bien pratique parce que ça vous permet de contrôler le temps que passe votre enfant sur Instagram, de fixer des limites, de voir qui il suit et qui le suivent. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, contrôle du temps, là vous en parlez, c'est entre 3 et 5 heures. Il y a différentes évaluations, mais 3 et 5 heures par jour sur les réseaux sociaux du côté des enfants, des ados, pour lutter contre cette addiction, parce que c'en est une. Qu'est-ce qui est mis en place? Alors il y a déjà une option qui s'appelle Take a Break, donc faire une pause. C'est une sorte de désactivation temporaire des notifications, donc selon une durée choisie, mais par l'enfant. Autre chose, une fonctionnalité qui vient d'être ajoutée, pour que entre 22h et 4h du matin, en fait, l'enfant arrive à décrocher du réseau et on lui envoie une petite alerte, allez, va te coucher. Mais bon, évidemment, aucune obligation. Donc c'est pour ça qu'il est très important, on en reparlera lors d'une prochaine chronique, sur le contrôle parental. Il est très important en fait de fixer des limites horaires aux enfants. Alors le souci, c'est vraiment qu'Instagram en fait rend dépendant. Donc entre les likes, les commentaires, les lives, les partages de posts et les notifications qui sont incessantes, eh ben, ils peuvent scroller comme ça le fil d'actualité pendant des heures et sombrer dans la course au like. Et ils vont chercher évidemment sans cesse la photo idéale pour faire sensation. C'est vrai que la culture de l'image sur Instagram, elle génère réellement une pression sociale intense chez les adolescents, les poussant à se comparer les uns aux autres en termes d'apparence, de popularité, de style de vie. Et ça peut entraîner en fait une baisse de l'estime de soi et des problèmes de confiance ainsi que des troubles alimentaires. Donc voilà. Les parents, soyez vigilants, restez en alerte si vous voyez que le comportement de votre enfant change. Ok. Pour les gens qui sortent de leur grotte à l'instant, de la caverne, en 2 mots, un petit quiz. Oui, je vous fais un petit quiz. Allez, qu'est-ce qu'une story? C'est une pastille que l'on met sur sa vie quotidienne. 24 heures. Ça dure Voilà, 24 heures, photo, vidéo ou sondage. Un hashtag? mot dièse. Ouais, un mot, exactement, c'est un mot-clé. Pour retrouver et valoriser sinon une phrase ou une publication. Un like? Un assentiment, une validation. Oui, c'est ça, quand on valide quelque chose, quand on... Bah ouais, on aime bien. Et une quête. Ouais, c'est des petites étoiles aussi numériques pour dire je suis trop cool, j'en ai plein. Et enfin, un reel.
Un reel. Alors ça, c'est les vidéos un peu plus longues et il y a quand même des recettes de cuisine absolument formidables et aussi des choses très drôles. Voilà. Alors après, on n'a plus le temps, mais vous allez sur votre moteur. Merci beaucoup, Candice. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré. Vous tapez Mokhtar Hamoudi recettes de cuisine. Il y a notamment un truc avec des pâtes aux gambas qui est assez remarquable. Le magazine, voilà. Voilà, on lui aura fait un peu de pub. M'a fait réciter une recette de pâtes. Exactement, j'ai trouvé ça. Merci beaucoup. Rendez-vous aussi pour ce quart d'heure lecture. C'est le 12 mars, c'est organisé par le CNL, c'est formidable. Vous avez un conseil lecture à nous donner pour vous lire quoi pendant le quart d'heure lecture, vous? Eh bien, comme j'ai dit lors de la vidéo de promotion, je ne sais pas ce que je lirai, mais ce qui est sûr, c'est que je lirai. Super, et ça pourra même être le dictionnaire, comme ça a été fait à une époque. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à Laure Audemont au maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de cette émission, qui est en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Gouril à fond et à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV ou vous ouvrez un bon bouquin. Vous faites les deux à la fois. Non, c'est pas bien les deux à la fois. Vous pouvez faire les deux consécutivement. Et nous, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux, puisque vous savez vous servir d'Insta maintenant.